Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct, comme chaque soir, pour 2 heures d'échange, de partage, d'émotions, grâce à vos témoignages au 39 21. Où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Clémence sous l'œil attentif et bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Alors place à vos confidences, place également à vos réactions, à vos remarques, à vos points de vue par courriel sur le site dublanche.europe1.fr et également tous vos commentaires par SMS au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Hier soir, nous avons eu le témoignage de Sylvaine qui nous parlait de la peur de l'oubli suite au décès de son fils. Peur notamment parce que dans son entourage, que ça soit professionnel ou amical, certaines personnes n'évoquaient plus du tout son fils. Et j'ai reçu des réactions aujourd'hui par courriel, notamment ce petit mot là. Je vais vous le lire. Ce petit mot pour Sylvaine de la part d'une maman qui a perdu un enfant. La paix viendra du plus profond de vous-même et du sens que vous saurez donner au geste de votre fils. La peur de l'oubli n'a pas lieu d'être puisque vous n'oublierez rien de votre fils. Ne réclamez rien aux autres, ni d'être ce que vous voulez qu'ils soient et encore moins d'être ce qu'ils ne peuvent être. Il ne peut y avoir d'oubli quand on s'aime. Accueillez les limites des autres, derrière lesquelles se mêlent souvent peur et douleur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite de poursuivre apaisé. L'amour de et pour votre fils, vous y êtes depuis plus de 2 ans et ce n'est pas fini. Bon courage à vous. Alors effectivement, le fils de Sylvaine s'était suicidé à l'âge de 14 ans. Benjamin, lui, nous a écrit un courriel pour dire que justement ce soir, la chaîne publique Sénat a diffusé un documentaire sur le suicide qui s'intitule Partir, revenir ou l'ambiguïté de la vie. Documentaire qui sera rediffusé le samedi 6 février à 22h et suivi d'un débat. Benjamin a trouvé ce documentaire très sensible. Il suit notamment des personnes qui ont tenté de mettre fin à leur jour. Et voilà, il nous le conseille. Alors sachant notamment que Pascal, qui était intervenu hier en réaction pour apporter son soutien à Sylvaine, nous rappelait que le 4 février, c'est-à-dire dans 1 heure maintenant, ce sera la journée de prévention du suicide. Et puis Sergio, lui, avait envoyé un petit message au 7 21 21 pour avoir une grosse pensée pour cette maman qu'il avait trouvée extrêmement touchante. Il y avait aussi Pierre qui disait j'ai été confronté à ce cas. Pierre, lui, c'était la perte d'un ami proche qui s'était suicidé et il dit c'est vrai qu'on ne sait jamais comment aider la famille du défunt. Et on avait eu à ce sujet le témoignage aussi d'une dame hier qui disait qu'elle y pensait constamment à des amis qui avaient perdu leur fille et pourtant qu'elle ne se manifestait pas auprès d'eux. Donc ça montre bien que parfois c'est tout sauf de l'indifférence ou de l'oubli, mais qu'il y a souvent une peur, une difficulté à aborder, à savoir comment en parler finalement. Mais je crois que le témoignage de Sylvaine était fort et nous amenait à nous remettre en question en ce sens que c'est important finalement de
de pouvoir en parler et que on pense parfois préserver, protéger la famille et que ça peut faire du bien, au contraire, d'évoquer la personne disparue, même lorsqu'il s'agit d'un enfant dans ces circonstances tragiques. Voilà, désolée de démarrer l'émission sur cette note un peu douloureuse, mais en même temps, j'avais reçu beaucoup de messages concernant ce témoignage et je comprends qu'il vous ait particulièrement touché et fait réagir. Et c'est vrai que c'est en rapport en plus avec l'actualité. Donc voilà, c'est important de quand même d'en parler. On va accueillir tout de suite Chloé qui est avec nous au 39 21, numéro évidemment que vous pouvez composer jusqu'à 1h. Bonsoir Chloé. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Non, j'ai écouté un petit peu ce que vous disiez au sujet du témoignage de Sylvaine et c'est vrai que ça émeut qu'on soit concerné ou non quoi. Oui, donc, de toute façon. Pour elle, Merci. Voilà. Moi, je vous appelle pour un sujet totalement différent, c'est que j'ai 27 ans. Oui. Et ça fait 2 ans que j'ai commencé à travailler. Oui, d'accord. Bon, d'abord, j'ai commencé par une formation en alternance et désormais, je suis en CDI en tant que commerciale dans le domaine du courrier. D'accord. Et moi, la difficulté que j'ai, c'est que j'aime beaucoup mon travail. Oui. J'aime énormément. Je me suis investie pendant 1 an totalement où, je comptais pas les heures, je travaillais tant que je pouvais. Et je suis vraiment déçue parce que je j'arrive pas à m'épanouir dans ce travail dans la mesure où il rapporte le prix de mon effort n'a pas rapporté. Oui, dans quel sens il ne vous a pas rapporté vous voulez dire de financièrement dans le sens au niveau gratification Voilà, parce que quand on est commercial, c'est la finalité, c'est de réussir à conseiller et de proposer des services additionnels. Enfin, tout en 2 ans. Bon, c'est pas vendre pour vendre. C'est pas l'image du VRP qu'on s'imagine. Et là, moi, j'étais plus dans le conseil. J'ai fait beaucoup de télémarketing. J'ai travaillé dans la communication. Enfin, j'ai fait des études dans la communication. Oui. Et là, je me sentais à l'aise dans le domaine du commercial. Enfin, je pensais avoir les qualités pour faire ce métier-là. Et qu'est-ce qui vous fait douter aujourd'hui ? Mais c'est les résultats, c'est-à-dire que tous les projets dont j'étais à l'initiative et pour lesquels j'ai travaillé se sont soldés en échec. Bon, pas tous, je vous dis tout parce que j'ai l'impression que là, il n'y a rien qui me fait penser que tiens, j'ai réussi à convaincre pour tel ou tel dossier. Donc je me sens frustrée dans mon travail parce que je travaille pour rien, j'ai l'impression. Oui, ça c'est embêtant. Mais à quoi attribuez-vous ces échecs finalement ? Pourquoi ces projets n'ont pas vu le jour ? Pour moi, je me remets forcément en question. Je me dis que c'est une question de personne. Que face à mes clients, j'ai pas réussi à convaincre. Vous pensez que c'est seulement de votre responsabilité ou il y a aussi l'entreprise dans comment ? C'est conjoncturel aussi. Bah oui, il doit y avoir, enfin, il peut y avoir une part pour certains projets, mais il doit y avoir aussi quand même la conjoncture actuelle, il doit y avoir quand même Moi, je suis arrivée au mauvais moment, c'est vrai, c'était en pleine période de crise. Oui, je suis arrivée. Oui, qui est pas en plus passé, hein. Oui, mais bon, enfin, je veux dire, il y a ça c'est sûr, mais il y a pas que ça. Pour moi, le métier de commercial, c'est pas. Pour moi, un bon commercial doit pouvoir convaincre sur n'importe quoi. Et là, j'étais dans un domaine, le domaine du courrier, où je me sentais à l'aise, où c'était pas quelque chose de... Oui, enfin, le courrier, actuellement, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, c'est pas... Enfin, on pense pas que c'est un métier d'avenir, mais voilà, j'avais trouvé une entreprise qui me correspondait. Oui. J'avais trouvé le travail qui me correspondait. Sauf qu'au vu de mes résultats, je suis pas... moi, je me remets en question. Vous n'êtes pas satisfaite de vous ? Non. Plus que de l'entreprise, finalement. Voilà. C'est plus de vous. Oui. Vous en parlez un peu avec les dirigeants de l'entreprise, avec vos responsables ?
Non, enfin, je leur dis forcément Non, vous n'allez pas leur dire, vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied non plus en disant non, mais que oui, vous n'êtes pas satisfaite de vous. Je lui dis que je suis réellement déçue de mes résultats et que pas trop quand même, hein, Chloé. Il faut toujours apporter une part. Vous pouvez faire mea culpa sur certaines choses, mais n'allez pas non plus vous tirer de balles dans le pied, vous voyez. rassure, ça Il faut vous êtes si vous êtes une bonne commerciale, il faut aussi savoir vous vendre un peu, hein. Mais oui, mais moi je pensais avoir les aptitudes. Et je découvre par le manque de résultats que finalement, est-ce que je suis réellement faite pour ça, quoi? Mais alors, que font vos collègues? Est-ce qu'ils font mieux? Parce que c'est ça. C'est vraiment aléatoire parce qu'en fait, on a, pour vous expliquer rapidement, on gère les comptes des clients. Oui. On en a un certain nombre chacun. Et moi, donc, j'en ai un certain nombre qui fait que, pour moi, c'est pas des clients qui sont viables dans la mesure où il y a beaucoup d'établissements publics. Vous voyez, des établissements publics où les restrictions budgétaires sont beaucoup plus marquées que dans le privé. Enfin, j'ai une typologie de clients qui fait que c'est vrai que je suis pas... Enfin, pour moi, je me trouve pas gâtée, entre guillemets, dans le potentiel. Enfin, je sais pas si je suis bien. C'est-à-dire, moi, le domaine du commercial, c'est pas vraiment mon domaine. Donc, je nage un peu là, non, dans les termes, parce que vous vous occupez du courrier, mais en même temps, vous avez des clients. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai du mal à voir ce que vous faites vraiment. En fait, vous gérez des portefeuilles, me dit Fifi. Waouh, Fifi, je sais pas ce qu'il fait en dehors. Hein. Le jour, il gère peut-être des portefeuilles aussi. Je sais pas, il est polyvalent, cet homme. Je m'occupe d'un certain nombre de comptes d'entreprises. Et avec ces entreprises, donc, moi, mon objectif, c'est de les faire se développer par des services additionnels. D'accord. Voilà. Services additionnels, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça peut être des solutions de dématérialisation du courrier, etc. C'est des solutions entreprises pour la gestion du courrier et du document dans tout son ensemble. Documents papier, documents informatiques, voilà. Est-ce que vos clients sont satisfaits de vous ? Il y en a avec qui j'ai de très bonnes relations, mais avec qui je ne fais rien. Ah oui, ça se concrétise pas par par des contrats. Exactement. Oui. Mais il y en a avec qui ça se conclut quand même. Il y a des affaires en cours. Oui, mais c'est pas des choses gratifiantes, c'est pas des choses notables. Vous voyez, moi, dans mon rôle de commercial, de conseillère commerciale, je sens pas que je fais la différence par rapport à certains. Par rapport à certains de vos collègues ? Certains de mes collègues, vous savez, quand on a des collègues, il y a des personnes, vous sentez qu'ils peuvent tout proposer et que ça marchera tout le temps. Ah oui, vous ressentez ça ? Oui. Je pensais avoir les aptitudes, mais finalement, je me dis, non. Oui, mais attendez, en même temps, Chloé, vous me dites, bon, vous avez 27 ans, ça fait 2 ans que vous démarrez, vous débutez pas, mais comme dit Annie, il faut accepter de s'améliorer avec l'expérience. Là, je reçois un petit message. Non, vous pensez pas ? Peut-être qu'eux, ils sont dans la boîte depuis plus longtemps. Ça joue aussi l'expérience. Oui, pardon ? Enfin, vos collègues, ils ont peut-être plus d'expérience. Ou ils démarrent comme vous ? Non, c'est vrai que c'est des anciens. Ah, entre guillemets. Ça joue, ça. Non, mais on a beau dire, mais ça joue. Ils sont peut-être plus ficelles, vous voyez. Ils savent, ils savent un peu négocier. Enfin, il y a ce qu'on apprend à l'école, qui est évidemment important, mais il y a tous les trucs après, il y a la pratique, il y a tout ce qu'on apprend sur le terrain, et ça c'est de l'or, ça parce que c'est vrai qu'on voit dans les entreprises débarquer de jeunes loups qui veulent dévorer le monde, mais
qui parfois, notamment dans les jeunes commerciaux, mais qui parfois sont presque trop. Je parle pas de vous parce que on sent pas ça chez vous. On sent pas cette agressivité qu'il y a parfois chez des jeunes commerciaux, qui en est presque. Prêt à tout. Voilà, oui, prêt à tout. Et c'est un peu rédhibitoire même. On a envie de leur dire c'est bon, surtout en télémarketing. On a l'impression de robots là au téléphone. Il y a plus rien d'humain, je trouve, chez eux parfois. Non, c'est sûr, mais moi je pensais tirer mon épingle par le fait que moi, je suis pas prête à tout pour vendre. Moi, c'est plutôt des solutions qui conviennent à mes clients. Mais peut-être qu'à la longue ça va marcher, ça, Chloé. Et ça fait 1 an. Ça fait 1 an, mais 1 an, c'est peut-être le temps qu'il vous faut pour établir une relation de confiance avec vos clients. Oui, mais finalement, vous n'avez pas avec mes clients. Mais vous n'avez pas d'avertissement de vos supérieurs. Vos supérieurs, ils vous mettent pas la pression, d'après ce que j'entends. Mais non, mais dans l'activité commerciale, moi je pense qu'il y en a beaucoup moins dans la boîte où je suis, mais il y en a toujours à partir du moment où on n'a pas les résultats escomptés, il y a toujours une remise en question perpétuelle. Ah, mais alors une remise en question, c'est important de savoir se remettre en question, parce que sinon on se sclérose. Si on pense que ça y est, on a tout compris, on est au sommet, c'est dramatique. Que l'on commence ou que l'on soit au milieu de son activité, ou même, c'est important la remise en question mais perpétuellement non. Parce qu'alors là, on est en proie au doute et à la limite, on n'avance plus. C'est peut-être ça le problème, la nuance. J'ai l'impression, moi je pensais m'épanouir, je pensais me... Mais peut-être que vous avez une vision trop idéale aussi. Oui. Je reçois un message qui dit, je pense que vous êtes beaucoup trop sévère avec vous, persévérez. Un message du subversif qui dit la voie commerciale presse la performance. On peut toujours faire mieux, certes, mais s'identifier sans nuance à son résultat suspend un couperet qui tôt ou tard s'abat sur vous. C'est ça, il faut peut-être faire la part des choses entre ce que vous êtes et vos résultats. Alors, il a raison, c'est-à-dire que dans le domaine, et notamment dans le domaine du travail, et particulièrement dans le domaine commercial, on a tôt fait de vous identifier à vos résultats. Mais vous, Chloé, ne perdez pas de vue que vous n'êtes pas vos résultats. C'est ce que souvent, il est important de rappeler, notamment à l'enfant. Pardonnez-moi, je fais cette réflexion-là pour dire que quand un enfant est abattu, déçu parce que il a une mauvaise note, souvent mauvaise note égale il est mauvais, il est nul. Non, sa note est mauvaise. Ça ne veut pas dire que lui est mauvais ou nul. Donc vous pouvez même avoir un moment un mauvais résultat. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement nul ou incompétente. Bon, il peut y avoir un moment quelque chose, un truc où le bas blesse. Bon, on réfléchit, on voit comment vous pouvez améliorer les choses. Mais là, vous remettez tout en question. Alors, vous attendez un épanouissement. De quel ordre ? Parce que c'est ça, un épanouissement. Par les résultats, par le fait que je sois satisfaite de mon travail. Là, j'ai l'impression de travailler dans le vent. Et je me retrouve un peu découragée en fait. J'ai plus envie de m'investir autant. J'ai changé de ville en fait pour vous expliquer un petit peu le contexte. Je suis à 200 km de mon adresse parentale parce que voilà, j'ai priorisé mon travail. Oui. Donc là, j'ai trouvé un travail qui me convenait et tout à coup, ça rapporte pas. Ça ne me gratifie pas. Moi, je dis rapporter, c'est pas dans le Et est-ce que ça vous rapporte financièrement ? Non, même pas. Vraiment, oui, même pas. Bon. Non. Bon, alors là, oui. Oui, en plus, j'ai mon conjoint qui habite à 400 km. J'ai fait des sacrifices notables pour ça, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Vous avez fait, il y a eu beaucoup de sacrifices personnels et en plus, il n'y a pas beaucoup de gratification autour. Donc, c'est pour ça que vous êtes un peu déçu, là. Oui, je suis un peu dégoûtée, oui, c'est vrai. Un peu dégoûtée. Alors, il y a Pat qui dit, laissez-vous du temps, laissez passer la crise, c'est pour tout le monde pareil. Coco qui dit, vos collègues, s'ils ont des portefeuilles privés, ont peut-être aussi plus de moyens financiers en face que vos clients publics. Ne l'oubliez pas.
Oui, c'est pour ça que je spécifie un petit peu. J'avais ce petit détail, c'est que je la rejoins. Ils ont plus de moyens à côté que chez mes clients. Et puis, il y a quelqu'un qui dit arrêtez de vous prendre la tête, tout le monde peut pas être bon, continuez comme ça et vous verrez bien. Moi, je crois, bon, effectivement, c'est un point de vue, mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas bonne dans votre métier. Je crois que vous avez mis la barre assez haut parce que justement, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Sur un plan personnel, donc du coup, vous en espérez beaucoup, vous en attendez beaucoup, et ça ne vient pas aussi vite que vous l'espérez. Moi, je m'imaginais déjà en haut de l'affiche, en train de tout concrétiser, et finalement, je me retrouve vraiment frustrée. La salle à vos pieds, tout le monde qui vous applaudit, bravo Chloé, c'est super. Là, tu fais exploser les chiffres. Mais j'avais cette vision idéale. Oui. Moi, je pense que vous aviez une vision un peu idéale, oui, et que vous êtes confronté à la réalité, donc il y a forcément une distance. Il y a quelqu'un qui dit un tel métier se construit et se reconstruit en permanence. Vous êtes au tout début de votre chemin. Oui. Et puis il y a Fleur de Cactus qui dit le but est-il vraiment de vendre ou de conseiller en fonction de l'intérêt du client? Vaste question. Il me semble important de trouver le sens dans votre travail. Il y a un peu des deux parce que évidemment il faut que le client y trouve son intérêt, mais il faut aussi que vous vendiez. Mais vendre dans le sens du client. Enfin, c'est d'aller dans son sens, mais en lui proposant, nous, nos services. Ben oui, voilà, il faut que chacun y trouve son compte. Le valet de cœur dit un réseau et un métier se construisent et se ressentent en permanence. Croyez en vous, vous n'en êtes qu'au début. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de messages d'encouragement, mais c'est pas comme si vous aviez votre direction qui était là. Bon, écoutez, madame, ça va pas, on n'est pas content. Je crois que vous vous mettez beaucoup trop la pression et cette pression risque d'être néfaste à long terme. Oui, mais est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir un coup près pour... Ah non! Ça, on est d'accord. Voilà. Observez un peu vos collègues, ceux qui sont un peu plus renards là, qui arrivent à vendre, voyez, quoi qu'il a. Mais oui, ça peut être important. Observez. Marinette dit le travail et les sacrifices finiront par payer. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne soyez pas si dur avec vous-même. J'ai choisi le mauvais domaine, être commercial, c'est les résultats. C'est vrai qu'on est, on vit, on existe auprès de notre direction grâce aux résultats. Et il n'y a pas de personnalité. Bon, bien sûr, il y a l'intégration au sein d'un groupe, etc. Mais pour moi, je voulais des résultats et puis. Mais vous allez en avoir. Mais donnez-vous un peu de temps. Il y a un message du subversif qui prend la voix de Lucifer ce soir. C'est comme ça qu'il signe. Il dit « Abandonnez là vos scrupules. Fourguez sauvagement des produits sans intérêt et hors de prix, même à vos clients désargentés. Allez-y, foncez. » Alors on marque une pause sur ces paroles et on accueillera Stéphane. Alors après la voix de Lucifer que l'on vient d'entendre, la voix de Fleur qui envoie aussi un petit message au 7 21 21 code de nuit qui dit « J'ai toujours entendu mon père dire que les personnes qui doutent sont les meilleures. Alors en fait, Chloé, vous êtes trop bonne. C'est ça le problème. » Voilà, je suis tellement bien finalement, c'est pour ça que... Mais c'est ça, c'est vrai. Mais cela dit, votre papa a raison, ma chère Fleur. C'est bon de douter. Parce que quand on doute, justement, ça veut dire qu'on cherche de nouvelles solutions, on s'améliore. Douter, oui, mais pas trop. Mais on reviendra sur un point. On va accueillir tout de suite Stéphane. Bonsoir. Allô, Caroline ? Oui, Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. Excusez-moi, je suis assez ému. C'est la première fois que je passe en antenne, donc c'est pas forcément évident. Bienvenue. C'est vrai que je vous écoute beaucoup, et c'est vrai que quand j'ai entendu le témoignage de votre auditrice, je souhaitais réagir assez rapidement. J'ai vécu plus ou moins cette situation. Enfin, je pense que tout commercial a vécu cette situation, on va dire, le stress du débutant, on va dire. Oui. Je pense que, elle gère en fait, si vous voulez, la situation comme exprimer ça. Je cherche mes mots, c'est pas forcément évident. Allez-y tranquillement. Oui, je vais essayer.
Vous avez vécu un peu la même chose, vous, semble-t-il, hein, vous disiez au standard, dans votre expérience professionnelle, donc peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, vous dites c'est un peu une remise en cause, que vous avez été commercial ou vous l'êtes peut-être toujours? Alors, je l'ai été. Aujourd'hui, je suis plus commercial, je suis artisan. Par contre, mon expérience de commercial me sert aujourd'hui dans mon activité d'artisan. Oui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup souffert, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dans mon activité de commercial. Mais aujourd'hui, cette expérience m'a vraiment, servi pour aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très très dur, surtout au début. Surtout quand on doit faire ses armes au début, c'est vraiment très très difficile. Aujourd'hui, en fait, j'ai commencé un petit peu comme... Alors, j'ai oublié le prénom de votre auditrice, je ne sais plus comment elle s'appelle. Chloé, pardon. Désolé, Chloé. Donc je disais j'ai commencé comme elle, en fait, j'ai effectué de la plateforme d'appel, donc le centre d'appel, où c'est la meilleure expérience qui est, mais c'est également la plus difficile. Donc c'est-à-dire que personnellement, je prenais entre 40 et 50 clients par jour sur une durée d'entre 5 et 6 heures de travail par jour. On formule en fait son discours client avec le temps. Et on prend des automatismes. Et avec le temps, il y a la psychologie du client qui vient et qui, en fait, découle d'une manière tout à fait spontanée, logique. Et, je ne sais pas si c'est les bons termes que j'exprime, mais tout du moins, j'essaye de faire le maximum pour transmettre un petit peu mon expérience, en fait, à Chloé, en fait. Oui. Oui, c'est un peu l'usine, le centre, d'appel téléphonique. On a 2 minutes entre chaque appel et on prend les appels avec un discours bien rodé. Oui. Alors c'est des métiers en plus. C'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup de polémiques parler autour des suicides chez France Télécom, entre autres, pour pas nommer l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un métier où on a une pression commerciale énorme. Et il ne faut pas l'oublier que c'est une pression, on est fliqué, hein, c'est un terme, hein, on est vraiment fliqué. C'est-à-dire qu'on est écouté. On est écouté à longueur de journée, nos chiffres sont constamment surveillés. Et quand je dis constamment, c'est constamment. On a constamment des briefings avec nos responsables pour nous dire voilà, pourquoi tu n'as pas fait tel chiffre. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est très très dur au début. Mais avec le temps, avec l'expérience, en fait, il y a une sorte de recul qui vient petit à petit avec le temps. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'en ai beaucoup souffert au début, mais on change de poste, ça reste qu'un travail. Un travail, là, j'ai cru comprendre que vous sortiez des études, donc c'est vrai que c'est tout frais finalement. Et on choisit un poste, on est très emballé par un poste, mais on peut choisir des études et ça évolue. Aujourd'hui, là, j'ai travaillé dans les produits de grande consommation avant. Donc, j'ai vendu des produits très, très divers. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis dans quelque chose qui est totalement différent. Je suis dans la prestation de service. Donc, dans le service à la personne. Et du coup, cet aspect commercial m'aide beaucoup aujourd'hui. Pas dans l'aspect vendre à tout prix, c'est plutôt dans la relation avec le client. Ça m'a apporté énormément. Ça m'a énormément enrichi à titre personnel. Donc c'était surtout ce témoignage-là, quand je vous entendais Chloé dire tout à l'heure l'image que j'ai du commercial, il doit vendre tout à tout prix. Je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est pas vrai. C'est une idée qu'on vous inculque à l'école, mais c'est pas vrai. C'est une image qui est un peu aujourd'hui has-been. C'est plus du tout d'actualité. Un commercial, c'est pas le VRP qui met pied dans la porte, hein, ça c'est terminé, hein, ça n'existe plus. Hein, aujourd'hui, comme vous le disiez d'ailleurs très justement tout à l'heure, un commercial ou même un homme de communication aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait d'abord écouter énormément, être curieux. Ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas à l'école, mais pas assez suffisamment à mon goût. Mais il faut être très curieux, très à l'écoute, être intéressé, parce que écouter c'est pas quelque chose de ça, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais il faut être curieux et intéressé. Et après, à partir du moment qu'on est curieux, on s'intéresse à la personne en face de soi et après on a une discussion constructive. Et après, on peut vendre tout et n'importe quoi derrière. Ça se fait assez facilement et aisément après. Donc après, je sais pas si je peux vous aider plus ou moins à mon niveau, mais c'est vrai que
Non, mais c'était intéressant de vous entendre, Stéphane. Mais écoutez, restez avec nous parce que ça suscite un débat et vous allez peut-être avoir l'occasion de réintervenir parce que on va tout de suite accueillir, je crois, je ne sais plus le prénom de l'auditeur qui est avec nous, c'est Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, ouais, je viens d'entendre des choses horribles là. Horrible. Oui, horrible. J'entendais un monsieur qui disait que aujourd'hui, les commerciaux, il fallait pas qu'ils aillent vendre. Enfin, c'est un truc pas possible. J'entendais des choses justement, horribles. Frédéric, vous formez des commerciaux à travers l'Europe. Bien sûr. Est-ce que un commercial doit pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui? Alors, un vrai commercial pour moi, à la base, doit tout vendre. Oui, Maintenant, on ne dit pas n'importe comment. Non, parce qu'il y a des tests à suivre, il y a des choses à suivre. On ne vend pas déjà. On vend très bien qu'un produit qu'on connaît très bien. Hein, donc on ne peut pas vendre n'importe quoi, n'importe comment. J'entendais la jeune fille avec vous avant, Chloé, qui posait des questions. Elle est là, elle vous écoute. Oui, elle est toujours là, mais Oui, il faut qu'elle change de métier. Pourquoi Parce que se poser trop de questions comme ça, c'est pas bon. Il faut bien penser une chose, que ce soit vendre des merguez ou des pizzas ou ce que vous voulez, il y a la loi du nombre. À partir du moment où on part sur le boulot, on se dit, on fait ça, plus on en voit et plus on en vend. C'est la loi du nombre. C'est-à-dire plus on voit de merguez, plus on a envie de nous d'en acheter, consommateurs. Voilà, plus on voit de gens, mieux on en vend. Donc il y a déjà ce truc qui est là-bas. Et j'entendais là pendant que j'attendais après vous, j'entendais des gens, je sais pas donner des conseils, mais c'est fou. Mais attendez, c'est Stéphane, il est là, hein, il est avec nous. Il disait Stéphane que c'est plus vrai maintenant de dire qu'il faut vendre à tout prix, qu'un bon commercial, il devait aussi être à l'écoute. Alors, évidemment, mais ça de toute façon c'est pas nouveau, ça c'est la base du commerce. Si vous n'êtes pas à l'écoute de votre client, si vous n'êtes pas là pour comprendre ses besoins, ça peut pas aller. Là, dans l'exemple que vous donnez des merguez, par exemple, non mais c'est pas nouveau, c'est un peu caricatural là. On n'est pas. Non, c'est pas caricatural, c'est que simplement aujourd'hui, quand on entend que des commerciaux sont 35 heures, quand on entend que des commerciaux récupèrent les RTT, c'est pas possible, c'est impossible. Ce jeu est impossible. Un commercial, évidemment, plus il vend, plus il touche. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on se dit, moi j'ai des mecs qui me disent, le vendredi, mon patron m'interdit d'aller sur la route. Quand j'entends des choses comme ça, mais je me dis, mais comment c'est possible? Pourquoi? Pour des raisons RH, c'est qu'on a un certain nombre dans le cadre de notre statut un commercial peut me parler d'heures? Je n'arrive pas à comprendre. Je suis pas forcément d'accord. Parce que je pense qu'il faut pouvoir concilier également vie privée et vie... Alors à ce moment-là, il faut travailler à la Sécu, il faut travailler dans un salon de thé, mais il ne faut pas faire commercial. Eh ben, je finis mon raisonnement parce que déjà, premièrement, pour commencer, donc mon exemple se basait sur les plateformes d'appel. Donc, moi je ne parle pas des plateformes d'appel, je parle à commercial. Attendez, Frédéric, vous avez dit qu'un bon commercial est à l'écoute. Donc je ne doute pas que vous soyez un très bon commercial puisque vous en formez. Alors on écoute Stéphane. On écoute Stéphane, mais il me parle des plateformes. Eh ben on l'écoute justement, on l'écoute. Justement, je termine. Donc j'étais commercial dans une plateforme d'appel. Donc j'ai fait de l'émission, j'ai fait de la réception. Je devais vendre à tout prix. J'avais des objectifs de vente. Très justement. Donc j'avais des objectifs de vente. J'étais rémunéré effectivement en conséquence. Donc écoutez, je connais très bien le système. Vous parlez d'une plateforme, moi je parle à commercial sur le terrain. Voilà, mais je vous parlais pas du VRP, j'ai jamais donné l'exemple du VRP. J'ai pas parlé de VRP moi, je parle à commercial, j'ai même pas parlé de VRP, je parle à commercial sur le terrain, parce que VRP c'est un autre statut qui aujourd'hui de toute façon n'existe plus, enfin c'est différent. Je parle à commercial sur le terrain, je ne parle pas d'un commercial sur une plateforme. Donc je pense que la jeune fille qui est intervenue, elle était sur le terrain. Oui, exactement. Enfin, j'ai fait les deux. J'étais en plateforme téléphonique et au vu de mes résultats quand même positifs, j'ai décidé de me lancer en tant que commercial sur le terrain. Voilà, donc plateforme, pour moi, je connais pas. Pour moi, c'est du pipeau. Je parle à commercial sur le terrain. Alors ça montre non, c'est pas du pipeau, mais c'est totalement différent.
Tout à Une fait. méconnaissance, ben oui, mais je dis que je ne connais pas, donc je le dis, donc ça montre pas une Non, méconnaissance, tout à fait, je dis. Si j'ai juste un reproche à vous faire, c'est de monter tout de suite au créneau. Et Je de monte dire pas que le créneau, je parle, j'ai intervenu pour un commercial de terrain. Oui. Mais justement, donc avant justement de contredire tout ce que je disais, il aurait été intéressant peut-être d'écouter justement mon propos. Je parlais de plateforme d'appel, de travail à la Mais chaîne. non, moi je parle pas de ça, moi j'y connais rien. Et bien justement, ça aurait été intéressant justement. Je ne suis pas intervenu là-dessus parce que j'y connais rien. Je parle à commercial de terrain. Aujourd'hui, j'ai encore des commerciaux de terrain, locaux, hein, je parle même pas nationaux ni internationaux comme j'avais avant. Je parle aujourd'hui de commerciaux de terrain et non pas de plateforme. Effectivement, je pense et je suis d'accord avec vous que sur des plateformes, on vous demande des résultats, mais comme on en demande sur le terrain. Tout à fait. Alors justement, pour finir sur là-dessus, au niveau des compétences que l'on apprend en plateforme, qui sont exactement les mêmes. Ce sont Mais les monsieur, mêmes. je ne peux pas vous répondre, je vous ai déjà dit qu'en plateforme, je n'y connaissais rien, monsieur. Je finis. Justement, on apprend les mêmes choses. L'entretien de vente avec un Mais client... monsieur, comment vous le savez, puisque vous avez travaillé qu'en plateforme? Je n'ai pas travaillé. Et est-ce que j'ai dit que j'ai travaillé qu'en plateforme? Mais non, mais bon, attendez, vous voulez me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais moi, je vous parle de commerciaux de terrain. Aujourd'hui, monsieur, mais bien sûr, vous allez pouvoir finir après. Moi, en plateforme, j'en parle pas parce que je ne connais pas. Donc, je ne parle pas d'un sujet que je ne connais pas. Moi, j'ai toujours formé des commerciaux de terrain. Aujourd'hui, monsieur, en France, parce que j'ai des sociétés au Costa Rica, au Nicaragua, aujourd'hui, quand je vois en France qu'un commercial est capable de me coller des RTT et de me parler des 39 heures, monsieur, je me dis, c'est mort. Alors, dites-moi Frédéric, donc les commerciaux que vous formez peuvent vendre toutes sortes de produits. Bah, pas toutes sortes, parce que je suis à la fois dans l'automobile et dans l'industrie et dans les produits de soudure. Donc, ils ont chacun leur terrain, ils ont chacun leur domaine, mais ils ne vendent pas tout, non, parce qu'un commercial ne peut pas tout vendre. Pour moi, je vous dis et je vous répète, un commercial ne peut commercialiser correctement que ce qu'il connaît. Alors pourquoi vous pouvez vendre ce que vous connaissez bien. Alors, par rapport à Chloé que vous avez écouté, pourquoi dites-vous, vous, à travers votre expérience, qu'il vaudrait peut-être mieux que Chloé se dirige vers une autre formation? Ben parce que quand j'entends Chloé, mais que je n'ai rien contre Chloé, quand j'entends Chloé qui doute, qui fait ci, qui fait là, ben non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour moi. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y, Chloé, bien sûr. Oui, bonsoir Frédéric. Alors, si là je me pose autant de questions, c'est parce qu'on est le soir et que je doute. Après la journée, pour moi, un commercial, c'est comme un boulot d'acteur, c'est-à-dire qu'on fait semblant, on en met plein les yeux autour de nous, etc. Et c'est pas du tout la personnalité. Bon, là, je me suis un petit peu confiée. C'est pas ce que je transmets auprès de mes collègues ou auprès de mes clients. Bien entendu, on est d'accord là-dessus. Alors ça, c'était un problème pour vous, oui. C'est un problème pour moi, mais comme je sais pas, Voilà, je disais à l'instant justement qu'il fallait concilier la vie personnelle et professionnelle. Justement, monsieur disait à l'instant qu'il passait des heures et des heures sur la route, il fallait pas compter, qu'on devait travailler à la sécurité sociale. Moi, je suis pas du tout d'accord. Personnellement, je fais 60 heures de travail par semaine en tant qu'artisan. J'applique justement toutes les connaissances commerciales que j'ai appris, que ce soit donc la prospection, que mais ce vous soit... n'avez peut-être pas assez, monsieur, vous n'avez peut-être pas bien appris, on ne sait pas. J'ai commencé, je finis. Donc justement, tout ce que j'ai appris en commercial, sur le terrain, comme au téléphone ou ailleurs, je l'applique aujourd'hui. Aujourd'hui, mon activité, elle marche du tonnerre. Après, c'est bien, monsieur. On est d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la vie personnelle, elle joue également. Il faut pouvoir justement concilier sa vie personnelle. Aujourd'hui, Chloé, elle n'est pas bien. Aujourd'hui, elle est stressée. Non, mais elle se demande si ça va ou si ça va pas. Mais moi, je la sens pas bien. Personnellement, je la sens pas bien. Oui, elle doute. Moi non plus. Elle doute. Le soir, elle raccroche le travail. Elle est pas bien chez elle. Et des gens après qui se sentent pas bien, c'est des gens qui sont angoissés et qui finissent après. Voilà, il y a des gens. Alors, monsieur, c'est ce que je dis. Il faut changer de métier. Alors, on va marquer une pause parce que Fifi fait très bien son travail de commercial. Il me dit qu'on a un peu de musique à passer. Si vous le voulez, on se retrouve après.
si vous pouvez. Oui, parce qu'il D'accord. faudrait laisser l'antenne aussi à d'autres personnes qui aimeraient... On va laisser l'antenne à d'autres personnes, bien sûr. Vous inquiétez pas, hein, je mène la barre, Je Chloé. m'inquiète pas, moi. Mais on va avoir certainement d'autres réactions pour vous également. Donc D'accord. restez avec nous et on se retrouve après la musique. À tout de suite. D'accord. Gaëtan Roussel, Help Myself. Alors nous sommes en compagnie de Chloé, Stéphane et Frédéric et nous parlons d'un sujet que nous n'avons encore jamais abordé dans cette libre antenne, qui est un peu le statut, le vécu des commerciaux, avec des points de vue très très différents. Chloé qui nous a appelé parce qu'elle doutait. Chloé, ça fait que 2 ans que vous êtes dans ce milieu. Vous vous occupez de la gestion de portefeuille de vos clients. Stéphane, vous avez été commercial, vous étiez dans une plateforme d'appels téléphoniques et vous disiez qu'il y avait une pression très très forte à gérer. Aujourd'hui, vous êtes artisan et vous, Frédéric, vous occupez de la formation de commerciaux à travers toute l'Europe. Et donc, nous allons accueillir maintenant, je crois qu'il s'agit de Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Oui, bonsoir. J'étais déjà intervenu sur votre antenne pour d'autres raisons, mais là j'interviens parce que j'ai été commercial pendant pas mal d'années. En fait, je suis un petit peu partagé, disons, par les souffrances de Chloé, je crois, pour son job. Et puis, je trouve, disons, le dernier intervenant, c'était Frédéric, je crois, oui. un petit peu dur, disons, dans son analyse là-dessus. Bon, enfin, après, il peut penser un petit peu ce qu'il veut du commerce, il forme des gens, c'est très bien, mais j'ai l'impression qu'il est plus dans le one-shot, c'est-à-dire la vente forcée, rapide, le coût est peut-être pas suivi complet du client ensuite. C'est un petit peu dans cette optique-là que je vois la chose. Et moi, j'étais commercial et j'ai un petit peu plus perduré que des collègues qui faisaient des ventes forcées ou des ventes très poussées, alors que, voilà, je sais pas. Alors, peut-être il peut peut-être intervenir là-dessus, bien sûr, dire ce qu'il en pense, mais... Voilà. Et puis bon, c'est un petit peu spécifique, disons, dans votre... Vous me dites que vous êtes dans le matériel automobile, dans le... Et dans l'industrie. Oui, dans l'industrie, donc vous avez peut-être affaire à des professionnels aussi. Oui, évidemment, oui. Voilà. Tandis que je pense que Chloé, elle doit avoir affaire à Et oui, ça joue aussi, vous avez raison Jean-Louis. Aussi, hein. Selon le produit que l'on vend et selon les clients, les destinataires. Non, peu importe qu'on ait affaire à des industriels. Ah, je crois pas, moi. Vous avez raison, moi. Jean-Louis. Non, qu'on ait affaire comme moi des groupes comme ArcelorMittal, qu'on ait affaire à des groupes comme ArcelorMittal, qu'on ait affaire à des groupes comme Valorec et tout, ou qu'on ait affaire à, je sais pas, dans l'industrie pharmaceutique, j'en sais rien, je connais pas. Les plateformes, je discute pas, c'est pas mon métier. On en a parlé, on n'y revient pas. Oui, ça, c'est pas mon métier. Mais par contre, je dis toujours qu'on ne vend bien que ce qu'on connaît bien. Et puis, je suis usé en France, parce que je suis partagé, je l'ai dit tout à l'heure, entre l'Amérique latine et la France. Je suis usé en France d'entendre des discours pareils et me dire, bah oui, mais peut-être qu'on n'est pas bien. Alors, si on n'est pas bien, et effectivement, si on n'est pas bien, un client le ressent. Hein, moi, mes propres commerciaux, s'ils vont pas bien, s'ils ont un doute, s'ils sont pas, je les mets pas sur la route. Je leur dis, reste chez toi, reste là, récupère, et puis vois, parce que de toute façon, on transmet cette chose au client. Et c'est pas Frédéric, bon. est-ce que je peux intervenir Bien sûr. Jean-Louis, toujours. Une seule chose que je pense que c'est totalement différent ce que vous faites par rapport à ce que fait Chloé, c'est ça? Oui, Chloé, parce que Chloé, je crois qu'elle doit... Alors, je ne sais pas si elle est sur une plateforme ou pas. Non, je travaille en portefeuille fermé, en face à face. En portefeuille fermé. Alors bon, moi j'avais un petit truc à vous donner qui peut ne pas être
être bête, je crois que Caroline en avait parlé, Chloé, c'est essayer de travailler peut-être en doublette avec quelqu'un, dans un premier temps, quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles. Si sa société lui permet, parce qu'on n'a pas tous les moyens de mettre des gens en doublette. Non, sans mettre vraiment en doublette, mais avoir quelques rencarts, parce qu'il y a des automatismes qui viennent avec le temps, des choses comme ça. Et moi, j'ai beaucoup appris, pour ma part, sur le terrain, en écoutant d'autres vendeurs, mais à le début, j'étais un petit peu comme Chloé, quoi. Donc, je pense qu'à mon avis, ça peut être pas mal, mais il ne faut pas être intransigeant non plus à lui dire il faut qu'elle change de métier. Là, c'est un peu bête, je trouve. Juste pour compléter en fait vos propos, elle peut par exemple partir sur le terrain avec son responsable et reprendre en fait mais bien sûr, mais il y a plein de choses à faire. Normalement, c'est le rôle de son responsable de la mettre à cheval sur la route, quoi. D'ailleurs, vous n'en parlez pas, Chloé, de votre responsable. Quand Stéphane disait que c'est souvent Stéphane, je reprends votre expression, vous disiez on était fliqués sur cette plateforme. Enfin, il y avait une pression terrible. Et je vous avais demandé, je vous ai posé la question, est-ce que vos responsables vous ont fait des commentaires, vous ont dit que ça n'allait pas, vos résultats, et je crois bien que vous m'avez dit que non, il n'y avait pas de problème de ce niveau-là. Pas de commentaires alarmistes. Bon, alors déjà c'est positif, mais ça. Tout, il n'y a pas beaucoup de résultats. Est-ce qu'il vous accompagne sur le terrain? Est-ce qu'il vous accompagne sur le terrain de temps en temps? Est-ce qu'il voit en fait les entretiens avec les clients? En fait, dans mes 2 ans d'ancienneté au sein de la boîte, j'étais prise 1 an en formation, pendant lesquels j'étais en doublure, j'étais avec mon manager. On a fait des rendez-vous en binôme, on a fait des rendez-vous, j'étais pas toute seule dans les débuts, et peu à peu, maintenant, je reprends la main sur mes portefeuilles depuis... D'accord, donc vous avez été suivi par votre responsable, donc logiquement, il pense que vous êtes capable de voler vos propres ailes maintenant, en fait. Mais oui, non, mais surtout que, je veux pas remettre en question mon manager, mais voilà, sa façon de manager est très particulière aussi, donc voilà. Mais vous avez parlé aussi de gratification, Chloé, et je pense que là, on a parlé de cette image peut-être idéale que vous avez de votre travail, et il y a toujours une nuance à faire, une adaptation à faire entre cette image idéale et la réalité. C'est-à-dire peut-être que, au vu des sacrifices que vous avez fait pour ce poste, vous en attendez trop. C'est bien c'est important de se sentir valorisé dans son travail, mais peut-être que votre valorisation, vous la basez trop aussi pour le moment sur les chiffres. Sur le résultat. Alors évidemment, un commercial attend, la gratification première, c'est l'obtention de résultats. Mais quand vous me dites que vous avez noué des relations de confiance avec certains clients, peut-être que vous n'en voyez pas les résultats dans l'immédiat, mais que ça va se voir plus tard aussi, Chloé. Et moi, je peux me permettre une chose pour Chloé, si vous le permettez, tout le monde, Stéphane, Chloé, je sais plus, l'autre On vous monsieur, le permet. 1 an, être assisté 1 an avec quelqu'un, donc pour cette société, ça a coûté énormément d'argent, et 1 an, pour moi, c'est trop long. Au bout d'1 an, il y a tout dépend. Attendez, Frédéric, tout dépend du produit. Frédéric, oui. Il faut savoir aussi, c'est pas à moi de vous le dire, mais quand on prend en alternance un jeune, entre guillemets, donc vous étiez en contrat d'alternance. Il n'y a pas de charge. Non, mais attendez. Il n'y a pas d'histoire de charge ou pas de charge. Vous étiez donc en contrat d'alternance. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est complètement différent déjà. Déjà, ça change tout par rapport à un commercial normal. Mais de toute façon, de vous à moi, Chloé, je vous agresse pas et c'est tout à fait amical ce que je vous dis et les 2 autres messieurs pourront peut-être confirmer. 1 an suivi avec quelqu'un, c'est trop long. Et c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute à vous, c'est la faute de vos responsables. Parce que 1 an, si au bout d'1 an, ils sont pas capables de voir
que vous pouvez y arriver toute seule ou Ça pas. dépend du produit. C'est Hein. eux qui sont mauvais. Non, mais peu importe les produits. Non, Moi, dans la sidérurgie, mais peu importe. Un an, c'est trop long. Alors, on va... C'est pas la faute de Chloé. C'est On la va- faute des responsables. Alors, il y a Ninon qui pose une bonne question par SMS qui dit de toute façon comment acheter avec un portefeuille fermé. Intéressant, on accueille Ça tout veut de dire suite quoi, un Daniel. portefeuille fermé, ça veut rien dire. Daniel avec C'est- ah oui mais ça joue Oui, aussi. bon, On accueille Daniel. On va oui, conclure avec Oui, vous bonsoir, Daniel. Caroline. Bonsoir. Écoutez, moi je suis prodigieusement agacée par Frédéric. Je suis désolé. La première question que je voudrais lui poser, c'est s'il a un bon contrat assurance funèbre. Parce que la vie Ouf, n'est pas faite pourquoi que d'argent. Hein. On Je se n'ai pas trouve- parlé d'argent. Hein. Oh non, non, mais ça sort de tous vos pores, hein, de tout ce que vous dites, ça sort. Vous êtes imbuvable. Non, on fait pas d'attaque, on non, réagit mais pas sur vous. attendez. Vous parliez Bah, du dites que débat, je suis Daniel. imbuvable. Oui, moi je réagis parce qu'on est dans une conjoncture complètement mortuaire. Hein. Moi je suis sur Nantes là. Quand vous parlez des commerciaux qui veulent, qui viennent, qui nous démarchent, etc. Première information, c'est que à Saint-Nazaire, par exemple, vous avez 3000 personnes qui vont être au chômage. Moi, je suis pense du que- Nord. Hein. Je suis Oui, du Nord. oui. Bon, ben moi je vous le dis, on est dans une conjoncture qui n'est pas favorable au business. Mais je le sais, je sais très bien. Mes plus gros clients, c'est Arcelor, c'est Oui, Vallourec. mais on s'en fout d'Arcelor. Moi, Ah ce, que bon, je, ok. ce que je vous dis, de toute façon, Arcelor, bientôt, c'est fini en France aussi. Ce que je veux dire, simplement, c'est que Chloé a tout à fait raison de se poser des questions. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus profondes que les vôtres. Elles sont respectueuses. Vous ne semblez que les RTT, tout ça, ça vous passe par-dessus la tête. Je suis désolée, la vie, c'est pas que l'argent. La vie, c'est aussi le respect des personnes. C'est quoi votre prénom? C'est Daniel. Daniel, le but d'un commercial, c'est quoi? C'est de travailler pas mal pour gagner des commissions, pour gagner de Mais l'argent. attendez, qu'est-ce que vous faites dans la conjoncture actuelle? Vous croyez que c'est les millions de chômeurs qu'on a en France? Là, je vous le redis. On parle de commerciaux. Eh On ben parle oui, de mais attendez, commerciaux. le business, si par exemple les chantiers de l'Atlantique ferment, les commerciaux, ils seront où, hein? Mais pourquoi ça ferme? Enfin, ça sera un autre débat, et puis on n'a pas le temps à l'antenne, je pense. Non. C'est un autre débat. Il va y avoir le journal là dans 2 minutes. Enfin, moi, ce que je voudrais c'est conseiller un autre débat, mais... Que vouliez-vous conseiller à Daniel, à Chloé, pardon, Daniel. À Chloé. Je vois qu'elle a une bonne formation de gestion de patrimoine, et vous savez qu'à l'heure actuelle, on vient d'ouvrir des formations de tuteurs pour gérer les patrimoines des majeurs protégés. Et ben oui, ça arrive. Il y a des gens qui sont incapables parce que la maladie... Incapable majeur, oui. Oui, ben ça existe. Et Le travail des autres également, monsieur. Enfin, je veux dire... le gouvernement... On change tout, là. On n'est plus dans les commerciaux, là. On rentre dans la fonction publique. Mais c'est pas la fonction publique, puisque les tuteurs individuels sont des individuels. Et elle peut gérer tout à fait les patrimoines de Ça, personnes. c'est autre chose. C'est un autre métier. Donc, on est bien d'accord, c'est un autre métier. C'est un un commercial en attendant. Mais visiblement, elle a des qualités très riches humaines. Ah, mais j'ai jamais dit qu'elle n'avait pas de qualité. j'ai jamais dit Contrairement ça. à vous, parce que franchement... Non, mais je crois qu'il attaquait pas Frédéric, Non, il n'attaquait j'ai pas pas attaqué Chloé Chloé, dans non, sa non, personnalité. pas du tout, non, C'était plus sur le plan de la formation, mais je crois que quand même, Mais bon moi, je après, pense que Chloé, avec les doutes c'était qu'elle sur le a, plan de la formation, mais Frédéric s'est jamais permis d'attaquer Chloé Bien dans sûr sa que non, bien sûr que personnalité. non, hein. non. Excusez-moi, mais il y avait une question quand même importante à poser Oui, mais là, à Chloé. Mais On non. va plus avoir le temps. En revanche, peut-être hors antenne, ceux qui souhaitent rester en contact, c'est Bien sûr. possible. Donc ne raccrochez pas, on peut vous mettre en relation. Bon courage, Chloé, vous avez suscité un débat très Non, merci passionné beaucoup. et intéressant parce que on n'avait jamais entendu de commerciaux s'exprimer dans cette libre antenne sur Europe 1, évidemment, Voilà. mais pas dans cette libre antenne. Donc je vous remercie vraiment. Hein. Merci rien, à tous. alors. Merci. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions également par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21 code nuit.
Quelques réactions encore qui arrivent suite au débat que nous avons eu sur les commerciaux. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'en fait il y a vraiment différents métiers de commerciaux qui n'ont rien à voir entre eux. Exemple, la vente aux particuliers et le commerce entre entreprises. Oui, moi j'ai ce sentiment-là aussi. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que ça relève pas de la même chose. Bon, en même temps, c'est un sentiment. Je connais rien à ce domaine. Il faut bien le reconnaître. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs métiers. Et puis il y avait aussi Petite Plume qui disait à Chloé, certes vous avez des doutes, mais vous avez aussi le temps de vous aguerrir et de progresser, si tant est que cela soit nécessaire. Et puis quelqu'un qui dit, Frédéric a raison, j'ai été commercial terrain, payé à la com, un jour de congé égale pas de paye, et ne parlons pas des RTT. Voilà, on va clore le sujet et changer complètement de registre dans un instant avec Célia, mais auparavant, un petit peu de musique. M, est-ce que c'est ça? Bonsoir Célia. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous appelle car j'aimerais aborder avec vous un sujet plutôt politiquement incorrect, puisque je fais partie de cette génération de femmes de 30 ans Oui. qui ont tout pour plaire, mais qui sont toujours célibataires et qui ont de grandes difficultés à fonder une famille sur des modèles classiques, avec des schémas parents-enfants. Et donc j'ai un problème aussi supplémentaire au niveau du marché matrimonial, si je puis dire, c'est que je suis musulmane. Bon, je suis française, je suis née en France, j'ai des origines algériennes, et j'ai remarqué que les hommes en général et l'homme de mon ethnie arabe a beaucoup de difficultés avec l'émancipation des femmes. Et qu'il est toujours, qu'il a toujours une attitude plutôt rétrograde et réactionnaire, et qu'il va plutôt chercher une femme, même si c'est quelqu'un de brillant, qui a fait des études, qui est toujours dans un schéma de femme traditionnelle, qui s'occupe du ménage et des enfants. Et donc ce modèle-là de famille ne correspond pas du tout avec mon identité, puisque je suis une femme active, qui a des centres d'intérêt multiples. Et donc j'ai ce problème-là aussi. Et le troisième problème, c'est que comme j'ai 32 ans, je tombe souvent sur des hommes qui sont déjà mariés, puisque dans ma culture d'origine, les hommes se marient vers 25 ans. À 30 ans, ils sont déjà mariés, ils ont déjà des enfants. Et j'ai pu constater aussi que ces hommes-là, qui sont célibataires, soi-disant mariés, accessoirement mariés, quand je discute avec eux, je suis choquée par leur, peut-être pas par leur machisme, je dirais pas qu'ils sont plus machos que la moyenne, enfin peut-être un peu plus, mais ils sont toujours dans cette espèce dans cette attitude de protection de la femme, de virginité, ils sont prudes, ils sont j'ai l'exemple d'un ami avec qui on avait énormément d'affinités, on partageait beaucoup de choses, des centres d'intérêt communs, des mêmes goûts, des mêmes passions, on avait une forte complicité, on se plaisait aussi physiquement, et toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe bien entre nous. Et il refusait, en dépit du désir sensuel, sexuel qu'on avait l'un pour l'autre, en dépit de cette attirance très très forte, il refusait d'avoir des relations charnelles avec moi. Et puis alors, ce qui est étrange aussi, c'est que c'est quand même un garçon, ce qui est quand même rare
en France, qui a fait une grande école de commerce, une école plutôt prestigieuse, qui a une très très bonne situation, et qui reste dans des remarques en disant moi j'aiderai pas la maison, mes copains qui aident leurs femmes, j'estime que c'est des cons. Qui aident leurs femmes à faire le ménage, j'estime que des cons. J'estime que c'est pas aux hommes de faire ça. Donc il a des paroles comme ça, très étranges. Et j'ai appris qu'il s'était marié parce que c'est un petit peu le comportement des hommes de ma culture. Donc ils font la délocalisation, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des femmes d'autres pays. Comme des femmes d'Algérie ou du Maroc, donc qui sont des femmes de là-bas, qui sont dans des schémas traditionnels, ou alors des femmes de l'Est, ce qui est beaucoup plus rare, mais ça peut exister. Et ils fondent avec ces femmes-là des foyers sur des valeurs. Je vois pas lesquelles, parce que comment est-ce qu'on peut fonder son foyer avec une femme qui n'a pas le même niveau d'études, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même éducation. Enfin, je sais pas comment ces hommes-là font pour se marier avec des femmes qui vont chercher à l'étranger et faire des enfants. Enfin, je n'arrive pas à comprendre. Mais d'abord, Célia, j'ai envie de vous dire, il y a forcément dans ce que vous dites, vous avez rencontré des hommes de votre culture, dites-vous, qui ont ce comportement-là, qui acceptent mal l'émancipation des femmes, qui résistent. Mais il y a aussi des hommes qui sont tout à fait ouverts à ces valeurs-là, parce que ils ont finalement de leur pays, ils n'ont pas connu forcément grand-chose, ou ils y ont grandi, mais dans une famille qui était très ouverte, et où mais il n'y en a pas ils ont... tant que ça, Caroline. C'est ça qui est étrange. Ça dépend dans quel milieu vous évoluez aussi. Je suis dans un milieu... quel milieu je suis dans un milieu qui est quand même privilégié. C'est pour ça, oui, je suis un peu privilégiée. Après, ça dépend ce qu'on met dans ce terme. C'est des gens qui ont fait des études, qui ont fait des grandes écoles, qui ont des modes de vie... occidentaux. Ils sont très acculturés, ils sont comme moi, ils sont assimilés. Donc c'est ça qui m'étonne. Je me dis comment est-ce que ces garçons-là font pour avoir toujours ces schémas, et pourquoi est-ce qu'ils résistent? Pourquoi est-ce que... alors plutôt que de chercher après tout pourquoi c'est intéressant, je ne dis pas que la question n'est pas intéressante, elle est même passionnante, d'ailleurs. Oui. Mais finalement, vous, ça ne vous fait pas avancer sur un plan personnel? Non, pas du tout. Non, je désespère. Alors à ce moment-là, ça serait... Pourquoi, comme le disent d'ailleurs certains auditeurs, pourquoi ne vous donnez-vous pas la possibilité de rencontrer des hommes extérieurs à votre culture d'origine, puisque vous dites qu'au fond votre culture ne vous convient pas? Non, parce que c'est pas ma culture qui ne me convient pas. C'est la manière dont ils ont été éduqués qui ne me convient pas. Voilà. Donc ça c'est vrai, il y a un gros dysfonctionnement d'éducation par rapport à ça. J'ai déjà essayé, j'ai déjà eu des petits amis d'origine espagnole, français, qui n'ont pas la même culture d'origine que moi, et je ne supporte pas, c'est-à-dire que j'éprouve un manque. Il y a les problèmes de transmission des valeurs religieuses, des convictions, qui posent problème avec ces hommes-là que j'ai rencontrés. Je suis très pratiquante, donc pour moi, si j'ai des enfants, il faut que je leur transmette des valeurs de l'islam. Pour moi, c'est extrêmement important. Vous pouvez leur transmettre, après tout, vous pouvez tomber, vous pouvez être avec un homme qui pourrait accepter. Pourquoi pas? J'en ai pas rencontré là. Des hommes qui sont prêts
accepter ce genre de. J'ai pas encore fait cette expérience, donc il y a ce problème-là. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que il y a dans des couples, il y en a un qui est croyant, l'autre ça m'embête d'être en ah, couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs religieuses que moi. ben oui, c'est peut-être vous qui êtes moins tolérante sur le sujet finalement. Parce que vous pouvez être avec quelqu'un même qui est complètement laïque. Ah ben si, vous pouvez être avec quelqu'un qui est complètement laïque et qui ne verrait pas d'inconvénient à ce que vous inculquiez votre religion, vos valeurs à vos enfants. Hein. Ça m'embêterait d'être avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes convictions religieuses que moi. Ah ben oui, mais là c'est vous qui faites de l'ostracisme, c'est pas l'inverse. Non, mais c'est une question d'affinité. C'est comme si, je sais pas, comme si un écrivain se mariait avec quelqu'un qui n'aime pas lire. Enfin, j'en sais rien. C'est des valeurs importantes, les valeurs religieuses. Elles sont fondamentales à une identité. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est important. Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas important. Mais de là, c'est là toute votre ambiguïté, pour ne pas dire plus. C'est-à-dire que. Pourquoi ? Eh bien, parce que en même temps, vous contestez de façon assez vigoureuse l'éducation qu'ont reçu les hommes de votre culture, dites-vous, et notamment la façon l'image et au-delà de l'image, la condition qui est faite aux femmes. Ouais. Et en même temps, vous souhaitez vous souhaitez être avec un homme qui ait la même religion que vous. C'est normal parce que l'islam n'a pas de problème avec l'émancipation de la femme, elle n'est pas discriminatoire. C'est plutôt la culture arabe qui est misogyne. Moi, je prends des cours d'islamologie, donc je connais bien ma religion. Et c'est vrai que dans les époques antérieures, pendant l'époque médiévale, au Moyen-Âge, dans l'époque de l'islam des Lumières, les femmes n'avaient pas cette considération auprès des hommes. Il y avait des femmes qui étaient des femmes d'affaires. Je suis un peu surprise d'ailleurs de la teneur que prend le débat, Célia, parce que vous aviez appelé au standard pour dire que effectivement vous n'aviez pas du tout abordé cet aspect-là. Je ne me sens pas de parler avec vous de cette question de l'islam. L'islam serait-il misogyne? Ferait-il une place particulière négative pour les femmes? Parce que je dirais que dans les religions les femmes n'ont pas souvent la part belle. C'est mon point de vue qui n'engage que moi. Et je suis surprise de la teneur que prend cette discussion parce que au standard, vous disiez effectivement que vous faisiez partie de cette génération de femmes de 30 ans qui ont tout pour plaire, qui sont célibataires, et vous n'aviez pas du tout abordé cet aspect-là. Vous disiez que vous aviez du mal à fonder une famille et que vous songiez à faire appel à une banque de sperme. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que je suis un peu voilà, oui, vous ne l'avez pas du tout mentionné jusqu'à présent. J'allais le faire, j'ai pas eu le temps. D'accord. Et donc voilà, autre problème, c'est j'aimerais bien faire l'expérience de la maternité. Et l'autre problème, c'est ça, c'est donc j'ai cette possibilité là aussi, cette liberté comme offre certains pays étrangers de faire appel à cette pratique. Et est-ce que d'un point de vue questionnement identitaire, est-ce que ça poserait un problème pour l'enfant? Voilà, c'est des questions sur l'identité, comment dire ça à un enfant, comment gérer ce type de démarche. Alors vous parlez effectivement de pays étrangers, puisqu'en France ce n'est pas possible pour une femme célibataire de faire appel à un don de sperme. Oui, oui, ce serait plutôt à l'étranger, oui. Et donc j'ai lu des articles et c'est un procédé qui est en hausse chez un certain nombre de femmes qui ont comme moi du mal à fonder une famille indépendamment après
de leur culture ou de leurs croyances. Hein. Donc j'ai lu des articles de femmes qui, arrivées à un âge avancé, avaient recours à ce type de procédé. Alors, en tant que psychologue, quelles répercussions ça peut avoir sur les questions identitaires d'un enfant? Comment est-ce qu'une femme peut gérer ça avec son enfant? Comment lui expliquer? C'est, je dirais. Alors d'abord, vous dites les femmes arrivées à un âge avancé, oui, ce qui n'est pas votre encore. cas, Célia. Vous avez 32 ans, hein, donc. J'y pense. Oui. Bon, à 32 ans, vous avez encore du temps devant vous et de la marge. Maintenant. Je dirais, quand il s'agit d'une femme célibataire, c'est, à mon avis, un petit peu compliqué dans la mesure où c'est un peu comme lorsqu'une femme a une relation avec un homme et qu'elle exclut immédiatement, où l'homme finalement est là juste en tant que géniteur, parce qu'au fond, je ne sais pas comment vous envisagez la suite pour cet enfant, mais cet homme l'homme est mis hors jeu d'emblée. L'homme est mis hors jeu. Le père est mis hors jeu. Le père se réduit à quelques paillettes de sperme. Un enfant peut avoir l'image d'un père, ça peut être un grand-père, ça peut être oui, mais là vous le choisissez délibérément. Là, je le choisis. C'est ça la différence. C'est vrai que bien évidemment, il y a beaucoup de situations où l'enfant peut se retrouver privé de son père. On est d'accord. Oui, et où ça ne l'empêche pas de se construire parce que, comme vous le dites fort justement, il peut avoir dans son entourage des figures paternelles. Oui. Donc ça n'empêche pas l'enfant de se construire. Donc on est d'accord. Évidemment, un enfant peut se construire même s'il est privé de père. Ce qui est davantage problématique, c'est d'emblée dans une situation lorsqu'une femme choisit délibérément de mettre un enfant au monde en le privant de toute possibilité de père. Mais je le prive pas, c'est les circonstances qui font qu'il n'a pas de père. Ce ne sont pas les circonstances. C'est aussi vous. Puisque je n'ai pas trouvé la personne qui me parle. Oui, mais c'est aussi vous parlez d'identité, vous parlez d'éventuels. Ce qui me pose question, Célia, c'est vous parlez des éventuels troubles identitaires que ça pourrait poser chez l'enfant. Mais moi, j'aimerais vous répondre en écho. Avez-vous songé vous-même à votre identité à vous? Parce que on sent bien que vous êtes une femme extrêmement intelligente, que vous parlez d'émancipation, que sur bien des plans, vous vous êtes émancipée de tout un carcan, que vous êtes en révolte par rapport à ce que les hommes ont fait et notamment ont voulu faire par rapport à la religion, de imposer aux femmes un asservissement que vous réfutez, et vous avez bien raison de le faire. Mais paradoxalement, vous n'allez pas au bout des choses. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire que sortir vous avez l'impression qu'en étant avec un homme qui ne serait pas de votre culture d'origine, là, il y aurait quelque part quelque chose de l'ordre de la transgression. Or, dans une certaine mesure, vous êtes déjà dans une forme de transgression, tout à fait positive d'ailleurs pour vous-même. Et j'imagine que dans l'éducation que vous pourriez donner
à vos enfants, que ça soit garçon ou fille, vous transmettriez cela, puisque vous parliez de transmission. C'est-à-dire que vous parliez de transmission de valeurs, et notamment de valeurs religieuses, ce qui est tout à fait votre droit et tout à fait respectable. Mais je pense aussi que dans l'éducation, vous veilleriez à ce qu'il n'y ait pas ces différences insupportables faites selon le sexe de l'enfant. C'est vrai, où il y aurait une situation d'infériorité parce que l'enfant naît fille. Oui, c'est ça. Bon, mais savez, donc il y a un début de transgression chez vous, mais il y a des transgressions qui sont tout à fait saines et salutaires, et en même temps quelque chose qui s'interrompt à un moment donné, comme si cette transgression était pour vous une transgression ultime qui vous ferait rompre avec votre culture et vos valeurs. Disons que Caroline, il y a un point que vous oubliez, c'est que c'est lié à ma personnalité. C'est vrai que pour faire un mariage mixte, il faut quand même avoir un certain nombre de, il faut avoir un certain nombre de qualités, si j'ose dire. Il faut avoir la capacité de faire des concessions sur des choses. Il faut avoir la capacité d'être très généreux, d'accepter un certain nombre de différences dans le quotidien, de renoncer à une part aussi de son identité quand on fait un mariage mixte. Et je suis quelqu'un, j'ai pas choisi d'être ce que je suis comme ça, je suis plutôt pragmatique. C'est-à-dire que si je choisis cette possibilité de don de sperme, c'est que je suis très malheureuse parce que je n'ai pas trouvé un homme de ma culture qui a su évoluer comme moi, et avec qui je pourrais former une belle famille avec des schémas classiques. Donc pour moi, je pense quelque chose que je vis pas bien. Donc c'est avoir recourir au don de sperme, c'est vraiment parce que je suis démunie, je peux pas faire autrement. Je n'ai pas envie de priver un enfant d'un père, parce que je pense qu'avoir un père, c'est extrêmement important. J'ai eu un père qui a beaucoup de défauts, bien sûr, mais un père qui m'a transmis énormément de choses. Et c'est aussi grâce à mes parents que j'en suis là, même si j'ai reçu une éducation très misogyne, très discriminante, très aliénante pour les femmes. Beaucoup de filles maghrébines ont des éducations qui sont effroyables, et moi je ne suis pas une exception. J'ai des sœurs qui ont été victimes de violences, des tantes qui ont été victimes de violences, et je me suis dit que je ne ressemblerai jamais à ces femmes vaincues qui sont traitées comme des moins que rien. Je ne suis pas le genre de femme à me dire que tous les hommes de ma culture sont comme ça. J'ai des exemples autour de moi d'hommes qui ont su évoluer en même temps que les femmes, qui partagent les tâches ménagères, qui sont attentionnés, qui sont gentils. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Pas encore. Pas encore, Célia, mais je dirais que il y a chez vous, je pense, un rapport compliqué à l'homme, aux hommes. C'est-à-dire un rapport compliqué aux hommes? Eh bien, je pense qu'il y a une souffrance chez vous derrière ce discours, comme vous dites, très rationnel, très pragmatique. Vous dites d'ailleurs que vous en souffrez de ne pas arriver à concrétiser ce projet. Quelle femme n'en souffrirait pas? Ça, je ne sais pas, ça dépend des femmes. Mais si vous voulez, vous dites avoir en même temps reçu une éducation très misogyne, vous parlez de violences qui ont été faites à des femmes. Enfin, on sent chez vous donc derrière une révolte, et encore une fois qui est saine. Mais derrière ça, même si, évidemment, vous pouvez rationaliser votre discours en me disant que vous savez bien, au fond, que tous les hommes, y compris les hommes de votre culture, ne sont pas comme cela. Ah oui, heureusement. Je pense qu'il y a une grande peur. Il y a une grande peur de retomber au fond, dans des schémas d'asservissement et de soumission. Et peut-être qu'une façon inconsciente d'y échapper... Caroline, vous savez bien, je ne sais pas si vous le savez, mais malheureusement, j'ai beaucoup plus de chance
de tomber sur des hommes qui sont dans des rapports de domination, de rapports de contrôle et d'emprise, que sur des hommes qui ont des relations saines avec les femmes. J'ai plus de chances de tomber sur ces hommes-là, puisque la plupart des hommes sont dans ces comportements-là avec les femmes, de domination et d'emprise. Et c'est vrai que je n'ai pas peur de tous les hommes, j'ai peur de certains hommes. Et c'est vrai que je perçois le mariage comme un système plutôt dangereux. C'est vrai, parce que oui. j'ai toujours vu des femmes de mon entourage, que ce soit des amies, j'ai beaucoup d'amies qui sont mariées malheureuses, j'ai beaucoup d'amies divorcées qui ont été malheureuses. Je n'ai pas d'exemple, en tout cas nombreux, de femmes qui se sont épanouies dans le système du mariage, parce que le mariage, la proximité d'une relation avec un homme, peu importe lequel que c'est, de culture arabe encore plus, je crois, amène des relations qui sont difficiles, qui sont dures. Voilà, et c'est bien là, Célia, que j'ai conscience de ça. Voilà, qui est tout le nœud du problème, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez un désir véritable, sincère, profond de créer cette famille que vous souhaitez de tout cœur, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a cette peur de tomber dans un système d'oppression, d'asservissement, et donc c'est là où je voulais vous dire finalement que mon hypothèse d'avoir recours pour malgré tout vous réaliser à travers la maternité est tout sauf anodine, puisque au fond, en faisant cela, vous excluez l'homme. Donc le danger. J'exclus certains hommes, pas tous les hommes. En tout cas, les hommes que vous souhaiteriez pour vous, puisque c'est avec cela que vous pouvez construire, c'est-à-dire des hommes de votre culture et de votre confession. Il y a des hommes, qui m'ont aimé, avec qui j'aurais pu fonder une famille, comme je l'aurais voulu, mais ces hommes-là ont des comportements... J'ai bien entendu, mais je pense que ça mériterait de travailler là-dessus. Pourquoi ça travailler? Est-ce que ça changerait quelque chose Si vous avez envie que ça change, avoir moins peur. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une femme a raison d'avoir un petit peu peur, un peu d'appréhension? Si vous voulez, ce que je pense, Célia, c'est que quand on a peur, on trouve toujours une bonne raison pour justifier ses peurs. Ouais. Je suis quand même pas la seule femme. Mais Célia... Je pense que le mariage est un système un peu limite. Oui, mais au fond, c'est ce à quoi vous aspirez. Je vous dis qu'il y a d'autres solutions. Vous n'entendez pas non plus. Vous allez chercher la plus extrême, qui est de rejeter l'homme et de faire un enfant via juste du sperme. L'homme est exclu. Donc vous pensez que je souffre de misandrie? Ah non, j'ai jamais dit ça. J'espère pas, parce que j'ai le sentiment... C'est autre chose. C'est autre chose. Je pense que j'ai en vous entendant, une espèce de haine des hommes. Vous pensez que je pense que les hommes sont des salauds, c'est ce que j'ai l'impression. Non, je pense que j'ai pas dit ça. Je pense que j'ai pas parlé de haine, j'ai parlé de peur. C'est tout à fait différent. Exclure, le terme exclure. Oui, on exclut. Vous savez, on l'aime pas. Célia, vous êtes beaucoup plus intelligente que cela. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand on a peur, on tient à l'écart. Oui, c'est vrai aussi. On contourne. Donc, il comme dit Marinette, votre façon de penser et de voir finalement la position de la femme, de combattre son asservissement est très juste. Mais il serait préférable, comme dit Marinette, de combattre votre peur plutôt que de l'outrepasser ou de la contourner. Donc il faut que je travaille sur ma peur. Je pense. Ouais.
Je pense que ça vous permettrait, oui, d'avancer, de dépasser beaucoup de choses, parce que vous êtes en mesure d'élaborer si vous ne vous laissez pas enfermer dans des schémas. Et pour arriver à quel résultat au final? Être peut-être Parce que c'est pas faute d'avoir essayé. plus en paix avec vous-même, dans la relation que vous pourriez établir avec les hommes, et peut-être pouvoir faire des choix, je vais oser le mot, moins névrotiques. Moins névrotique. Je sais que c'est pas ce que vous entendez, mais moins névrotique. Oui. Donc, parce que vous êtes très rappelle, tiraillé, c'est compliqué votre situation. Donc Mais ça rappelle à Don't Sperm, vous pensez que c'est un choix névrotique? pas du tout. Vous voulez me faire dire des choses que je ne dis pas. Or, j'entends bien que j'ai affaire à quelqu'un de très intelligent, Célia. Donc là, non, je vous suis pas hein, sur cette voie-là, et vous le savez très bien au fond. Ne Je vous caricaturez remercie, pas mes propos. Je vais réfléchir, je vais faire un travail psychologique, hein, je vais faire appel à un soutien psychologique. Je pense que ça pourrait vous aider à construire un projet vraiment conforme à vos désirs. Parce que vous êtes très tiraillé entre des désirs très contradictoires. Et quand je dis névrotique, n'y voyez aucun, aucun mépris ou aucun. Je suis psychologue de formation, donc la névrose, c'est ce qui, là-dessus, je travaille là-dessus, et la névrose, j'en fais, je m'inclus dans le lot, puisque nous avons tous des nœuds, des névroses et des points névrotiques. Donc, voyez, c'est pas du tout, il y a rien de comment dire, je sais pas, mépris n'est pas le mot que je cherchais, mais de condescendant dans ce mot-là. Oui, c'est mais vraiment, bien sûr. voilà. Mais si je puis me permettre, Caroline, c'est que j'ai le sentiment, en vous écoutant, que l'analyse sur la peur de certains hommes est vraie. Oui, parce que quand on a eu des modèles d'hommes violents, misogynes, on ne peut pas non plus être très, en confiance avec la figure masculine. Là, Bien je sûr. suis d'accord avec vous. Je suis comme toutes les femmes de ma culture, j'ai une espèce d'appréhension. Et pas que de votre culture, vous savez. Alors évidemment, votre culture joue, mais la peur peut être partagée par d'autres femmes, parce que vous savez, la violence peut être vécue dans d'autres cultures que la vôtre. Donc là, je suis d'accord avec vous, je partage votre analyse, mais là où je suis... J'attendais le mais, oui. Là où je suis moi d'accord, c'est que là, je vous parle d'un phénomène de société. Je suis quand même pas la seule femme. Je n'ai pas dit ça. Non, j'entends ce que vous me dites. Oui, mais vous n'êtes pas non plus une femme de 30 ans comme ça. Vous avez toute une histoire particulière. Alors, comment vous expliquez qu'on a des millions de femmes? On va pas refaire le débat, Célia, parce que vous avez aussi cette question identitaire avec vous, qui vous met dans une situation particulière. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Au revoir, Merci, Célia. Au revoir. Gérald de Palmas, au paradis. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Alors, Anne-Marie, vous vouliez revenir sur le débat qu'on avait eu avec Chloé et un petit peu les commerciaux. Et justement, vous intervenez en tant que psychologue du travail, vous intervenez, vous faites la formation de commerciaux. Oui, entre autres. Entre autres choses. Donc, mais c'est à ce sujet-là qu'on aimerait bien avoir votre avis. Oui, alors j'interviens effectivement en tant que psychologue du travail et dans le cadre de formation de commerciaux. Et je vais peut-être pas reprendre forcément ce qu'a dit Chloé, parce que je suis arrivée un petit peu en cours d'interview. Si ce n'est qu'il m'a semblé qu'elle était un petit peu en difficulté, découragée. Je crois qu'elle a utilisé le mot écœurée, je crois. Oui, parce qu'elle n'avait pas de et puis la personne qui est intervenue exprimant un certain nombre d'heures de travail, remettant un petit peu en cause RTT, etc., etc. Sur aussi ce que vous avez précisé, vous, en tout cas demandé si il était besoin d'une personne qui vendait, pouvait absolument vendre n'importe quoi et tout.
Voilà, alors moi, ce que je peux en dire, c'est qu'il y a effectivement des techniques de vente qui sont applicables absolument à tous les secteurs de vente. Après, ce qui va changer sur les secteurs d'activité, c'est le produit. On ne vend pas un produit de la même façon qu'on vend un autre produit, parce que ça demande des compétences, des connaissances très précises sur le produit. Voilà, je voulais dire aussi qu'il n'est nul besoin de travailler 100 heures semaine, c'est pas ça. C'est par contre l'investissement en tant que effectivement commercial exige des horaires un petit peu particuliers parce que suivant le secteur d'activité, ça peut être en fin de soirée, ça peut être le samedi, ça peut être en week-end. Donc effectivement, c'est pas un emploi léger, que c'est pas un emploi. Voilà, je m'inscrivais un petit peu aux interfaces de la personne qui disait qu'il fallait privilégier la vie de famille. Alors, ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est un métier. Pour Chloé, elle démarre, je crois. C'est un métier où l'assurance emploi a aussi beaucoup d'importance. Et oui, forcément, oui, le fait d'être, plus on est convaincu, plus on est convaincant aussi. Plus on est convaincant, et puis sur une idée non pas plus générale, mais beaucoup plus précise. Moi, j'ai beaucoup travaillé en intervention sur des commerciaux un peu âgés ou qui utilisaient un petit peu les méthodes qu'on appliquait il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire on travaillait à l'influence, on se préoccupait pas forcément du besoin de la personne. Or, aujourd'hui, les techniques de vente, on considère maintenant qu'on ne vend pas un produit, mais qu'on vend un service. Oui, c'est ce que disait Stéphane. Donc, si je vends un service, c'est d'abord par l'écoute. C'est-à-dire, c'est le futur ou le potentiel client qui, en m'expliquant dans un découpement de techniques de vente sur une partie qui s'appelle la découverte, va me donner à moi les clés, me donner à moi l'orientation, c'est-à-dire quelle est la façon la meilleure de lui proposer une solution à son problème, ou une solution à son besoin, plus précisément. Voilà, donc j'étais un petit peu à l'interface de cette personne qui disait en vrac, oui, ce que j'en ai entendu, c'est pas du tout votre boulot. Il faut changer de boulot. C'est quand même pas aussi simple que cette personne le disait en classant de part et d'autre. Un travail commercial est un travail d'élaboration, c'est un travail technique aussi, et où vont beaucoup intervenir l'assurance en soi et toutes les problématiques qu'on peut avoir à côté qui vont être un peu une difficulté à vendre, à rentrer dans cette phase qui est la prise de décision. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous éclaire, je ne sais pas. Si, c'est très clair. C'est vrai que c'était des points de vue différents, mais Chloé, finalement, nous a-t-elle dit, assez satisfaite de l'échange qu'elle a eu. Elle a pris les coordonnées, finalement, de Frédéric aussi, de cet homme qui avait cette expérience avec les commerciaux, parce qu'elle disait, après tout, c'était intéressant, son échange, son regard, et elle voulait en parler avec lui hors antenne. Donc, elle était à l'écoute un petit peu de tout ce qui lui était dit. Donc j'espère qu'elle vous aura également entendu, Anne-Marie. Merci beaucoup. Si elle l'a pas, et si elle l'entend même en décalé, je veux bien échanger avec elle. Mais écoutez, merci alors de votre proposition. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.